Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de participer à cette conférence. Je viens d'entendre encore une attaque contre les juristes. Et les Allemands disaient « Juristen, böse Christen ». Les juristes, c'est de mauvais chrétiens. Mais cela, évidemment, ça nous ramène au Moyen Âge. Et nous sommes maintenant, évidemment, en pleine modernité. Il faut espérer qu'elle va dans le sens le meilleur, pas seulement le fait des droits de l'homme, du droit humanitaire, mais aussi que tous les problèmes qui avaient été mis de côté par les organisations de l'ONU doivent être remis sur le tablier. Bon, alors je me suis permis de m'absenter tout à l'heure. J'ai raté quelques interventions. J'ai eu honte, mais je devais partir pour parler avec mes amis. Alors, j'ai dû faire rapidement une petite intervention pour ne pas fatiguer. Si le droit du plus fort, et a fortiori sa raison, n'avait pas été la mère réalité de notre monde, en politique beaucoup plus qu'ailleurs, nous n'aurions peut-être pas été amenés à ajouter le terme humanitaire à celui du droit. Même imparfait, le droit semblait jusqu'au siècle passé constitué par lui-même et en lui-même une vraie barrière contre la barbarie. Tous nos combats, qu'il s'agisse de la lutte pour l'indépendance nationale ou des luttes pour la démocratie, nos combats ont eu pour moteur la revendication du droit des peuples. J'allais dire du droit de l'homme, mais je dis droit de la personne humaine. Mais le mot en lui-même, qu'il recouvre une lutte nationale, une lutte sectoriale, le mot droit avait probablement à tort une dignité en soi qui réagissait sur ceux qui ont réclamé, sinon le rétablissement, du moins l'instauration. Mon propos n'est pas de développer une réflexion sur le droit, mais ma modeste expérience de militant pour l'indépendance nationale, puis celle de militant pour la démocratie, m'ont enseigné un certain nombre de choses que j'aimerais partager avec vous. Face aux puissances coloniales et à leur complicité, ni le droit international, ni le droit international humanitaire ne pouvaient être respectés et mis en œuvre. En Algérie, c'est en 1956, en pleine guerre, au congrès de la Soumam, que les délégations militantes des différentes wilayas de l'Algérie ont pris conscience, pendant leur congrès clandestin, de l'impératif stratégique et urgent de renforcer à outrance les actions diplomatiques et de communication. Il s'agissait de mobiliser des actes de solidarité internationale avec l'Algérie combattante et de soutien des institutions onusiennes. Ces tâches s'imposaient face à des entreprises guerrières d'extermination et à des violations du droit international impunies. Le peuple algérien, comme d'autres, n'avait pas oublié l'impact gigantesque exercé par la conférence de Bandung sur l'accélération des phénomènes de décolonisation. Force est de constater que les résolutions adoptées par le congrès de la Soumam sur l'internationalisation du conflit algéro-français et sur le soutien solidaire des peuples du monde entier à la nation algérienne sont adoptées aux côtés de deux résolutions fondamentales. C'était ça l'Algérie compétente. L'une qui consacre la primauté du politique sur le militaire. Je répète, la primauté du politique sur le militaire qui avait été adoptée par la plupart des résistants. L'autre qui impose le principe de la collégialité, garant d'une cohérence démocratique
et d'une cohésion politique. D'autant que la composition pluraliste de ce congrès historique avait jeté les bases d'un consensus national avec pour évolution positive, d'abord, de prendre de vitesse et de faire échec aux tentatives de division et de récupération des élites attentistes par le nouveau gouverneur général Soustelle. Plus importante et décisive, cette ébauche de consensus allait mettre en branle une dynamique révolutionnaire, au sens politique, au sens démocratique, au sens rationnel et réaliste, pour ne pas dire pragmatique, et non pas au sens de slogans populistes. Elle prépara la renaissance de la Daoula, de l'État, grâce à la légitimation populaire du gouvernement provisoire de la révolution algérienne, le GPRA. Du reste, dans les mémoires remis notamment aux Nations Unies, nous avions mis en évidence le fait que les autorités algériennes, battues par les expéditions coloniales, je dirais monarchiques, n'avaient jamais concédé ni la souveraineté de l'État, ni ses prérogatives, comme ce fut le cas au Maroc et en Tunisie, qui avaient signé des traités du protectorat. Quant à la souveraineté de l'État algérien, elle n'avait pas disparu, n'en déplaise aux droits impérialistes imposés à l'humanité. Elle s'est réfugiée dans le peuple algérien. Et chaque fois qu'il pouvait aller aux urnes depuis la fin de la Première Guerre mondiale, se prononcer clairement pour la liberté et l'indépendance de son pays, défiant fraude et répression sauvage. Le GPRA a symbolisé le respect des droits humains et du droit humanitaire, en dépit de l'état de guerre. C'est le premier et dernier gouvernement algérien pluraliste et démocratique. Il ne cessait de rappeler à l'état-major, à l'ordre, l'état-major des frontières, qui était au Maroc et en Tunisie, pour condamner les violations des droits humains et dénoncer avec fermeté les liquidations sans justice et les emprisonnements arbitraires parmi les compatriotes commis sur les sols marocains et tunisiens. Par ailleurs, à propos du sort des prisonniers français pendant la guerre, le GPRA s'est opposé fermement à ce qu'ils soient abattus. C'était pour lui une manière d'être humaniste d'abord, et en plus de jouer le jeu de la légalité internationale et d'asseoir le prestige de la Révolution en faisant respecter les normes du droit international humanitaire, alors que l'armée coloniale, qui se targuait de comportements civilisés, continuait à défier la communauté internationale en poursuivant la stratégie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Une fois l'indépendance proclamée, toutes les stratégies qui avaient contribué à la victoire de la révolution algérienne contre le colonialisme ont été détournées de leur but initial, qui était la liberté pour la souveraineté du peuple, pour en définitive devenir les instruments d'un régime de domination impitoyable. La solidarité internationale avec l'Algérie combattante est devenue complicité internationale avec le régime. Le soutien des institutions onusiennes est passé du peuple en lutte au régime en place. De même, les résolutions du Congrès de la Soumam ont été foulées totalement aux pieds. La primauté du politique sur le militaire, le principe de la collégialité, la cohérence démocratique, la cohésion politique, le pluralisme effectif et le consensus national. Tout ceci en prime pour le pouvoir algérien d'avoir réussi là où Soustelle a véritablement échoué, la division et la récupération des élites. La division et la récupération des élites. Deux exemples tirés de l'actualité, à la fois française et algérienne. L'affaire Messili, devenue l'affaire, je ne sais pas, tout à fait secondaire, l'affaire des moines de Tibhirin. Ces deux affaires montrent clairement que pour l'assassinat d'un opposant politique Messili, comme pour le massacre des moines, la collision des intérêts a prévalu sur le droit. Si on leur ajoute les massacres à grande échelle des années 97, 98, sur lesquels un audio silence s'est abattu, on prend la mesure de la folie criminelle qui déclenche l'abandon du droit. On ne peut que conclure, d'une part, que le droit humanitaire peut s'imposer, y compris lors d'une guerre d'indépendance particulièrement violente, quand les peuples et les militants politiques croient encore en la possibilité de la restauration du droit.
conviction qui leur vient du contexte politique international et non de leur horrible vécu sous la domination en ce moment. Et d'autre part, qu'un contexte politique international où la complicité entre régimes et entre États se fait sur le dos du droit, à coups de manœuvres criminelles, de dissimulation et de propagande, ne peut que conduire au désespoir des peuples et des cadres politiques dont ils accouchent. Comme c'est le cas dans la plupart des conflits actuels en Palestine, en Irak, en Afghanistan ou en Somalie. C'est la négation sur la scène internationale des principes démocratiques les plus élémentaires. C'est le non-respect du droit international par les puissants dans leurs pratiques publiques ou secrètes et dans le soutien qu'ils apportent à des régimes qui eux-mêmes violent les droits de leur propre peuple. C'est dans cette triste réalité que le droit humanitaire est appelé à la rescousse, tellement nécessaire aux luttes du passé, en attirant le regard et la solidarité en direction des peuples en lutte. N'est-il pas en train d'être dévoyé maintenant que des États en ont fait un élément de domination parmi d'autres dans leur stratégie de domination? Le droit humanitaire a-t-il encore une chance de se faire entendre en dehors de ces stratégies de domination et d'agression? Je vous remercie.